Nous avons joué à Zelda pendant un mois. Nous allons découvrir en direct nos réactions. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 75e épisode du Café Multiverse où nous allons parler pour la première fois d'un jeu vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo puisqu'il s'agit de Zelda Tears of the Kingdom, le dernier opus de la saga Zelda sorti sur Nintendo Switch. Et pour parler de ça, on est 4 aujourd'hui avec Greg Dyser. Bonjour Greg Dyser. Salut. Salut Pierre. Alors est-ce que tu peux te représenter Greg? Donc je suis Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée. Là j'ai un peu fini ma promo, mes dédicaces et je travaille sur le tome 2 de ma série Cléo Super Sirène aux éditions Albin Michel. Et on a encore Elodie qui est avec nous pendant cette émission. Elodie qui avait déjà participé à notre émission consacrée à la série sur le Seigneur des Anneaux, qu'on vous invite d'ailleurs à aller regarder. Voilà, bonjour Elodie, tu peux te représenter rapidement s'il te plaît? Oui, j'ai un métier dans la vie, mais surtout je suis bénévole à Radio Campus 3 où j'anime une émission de radio sur la culture geek. Voilà. Mais bien revenu parmi nous en tout cas Elodie. Et Christophe qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Christophe, peux-tu te présenter Christophe Regnault? Salut, et ben moi je suis auteur de BD, c'est comme ça que je connais Greg d'ailleurs, et je suis auteur de BD, j'ai fait des westerns, j'ai fait de la science-fiction, j'ai fait de l'historique avec les éditions Glénat, Ankama, Delcourt, voilà, auteur de bande dessinée à Lyon, et je joue à Zelda. Voilà, toujours le gang des Lyonnais. Le gang des Lyonnais, c'est ça, voilà, on ne pourra pas s'en passer, c'est devenu un incontournable de l'émission du Café Multiverse, et donc en ce qui me concerne, je suis... responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans une autre aventure de ma vie, voilà, j'ai participé à l'organisation de festivals et de tournées de groupes japonais aussi dans toute l'Europe. Voilà. Et il y a déjà dans les commentaires Jack McGuffin qui nous dit bonjour, bonjour Jack. Salut Jack. Bienvenue dans cette émission consacrée à Zelda. Alors, je rappelle d'habitude le principe de l'émission, c'est on regarde une série, un film, etc. et on essaie de ne pas spoiler. Là, ça va être un petit peu compliqué, Zelda, parce que déjà, il y a eu beaucoup de spoilers en un mois qui ont été mis. Je pense qu'on en parlera d'ailleurs. Mais on va quand même essayer de pas trop en dire. On va pas aller jusqu'à parler de la fin du jeu. D'ailleurs, a priori, aucun de nous ne l'a encore terminé. En revanche, on va partir du principe que, voilà, vous connaissez Zelda, vous connaissez les grandes lignes de Zelda, vous connaissez... le principe du jeu et on va parler en tout cas des premières grandes quêtes qui sont à notre disposition. Voilà. Et avant de commencer, ma première question, c'est que je vais vous poser à tous et auquel je vais répondre, c'est quel est votre rapport à Zelda à chacun d'entre vous? Christophe, est-ce que tu peux commencer? Quel est ton amour ou désamour de Zelda? J'ai toujours joué à Zelda depuis ma tendre enfance. J'ai dû commencer avec celui sur Game Boy, dont j'oublie le nom à chaque fois, bien sûr, malheureusement. Peut-être Link's Awakening. Link's Awakening, merci. Alors, il faudra m'excuser, j'ai une mémoire affreuse. C'est pas grave. Mais du coup, surtout pour les prénoms, les noms des fois qui changent un petit peu pour Zelda et qui se ressemblent. Le Zelda sur Super Nintendo. Link to the Past bien sûr, et mon grand cœur était pour celui sur Nintendo 64 que j'avais acheté exprès la console pour, comme tous mes copains. C'était donc Ocarina of Time qui était monstrueux et que c'est un des rares jeux que j'ai fait et refait. J'ai dû le refaire peut-être 3 fois, en tout 4 fois, ce qui est très peu mais c'est quand même déjà assez long. Voilà, et je suis inconditionnel de Zelda, j'avais fait ce sur Game Boy Advance. J'ai pas fait Twilight Princess malheureusement, j'ai pas eu le temps, c'était pas à l'époque. Mais tout le reste c'est fait. Et toi Elodie? Moi j'ai commencé sur la NES avec le premier Zelda, mais j'étais toute petite, donc du coup c'était compliqué. Je ne l'ai jamais fini. Mais ensuite, il y a eu Link to the Past sur la Super Nintendo, qui était mon premier jeu que j'ai fait de bout en bout. Et Ocarina of Time, pareil, j'ai dû le faire 3-4 fois, c'était super. Et après, en fait, j'ai acheté les consoles suivantes uniquement pour jouer à Zelda. Enfin, j'ai joué à d'autres jeux, mais c'était surtout pour Zelda. Et toi, Greg? Pour moi, c'est la licence légendaire. J'ai plein d'histoires autour de Zelda. Le premier Zelda que j'ai fait, c'était Zelda sur NES.
Et il y avait déjà une aura spéciale autour du jeu parce que autour de moi, j'allais jouer chez des copains et eux, ils voulaient sortir jouer au foot. Et en fait, moi, je voulais jouer à leur NES parce que quand j'ai débarqué, en France, tout le monde en avait, j'en avais pas. Et du coup, des fois, je suis resté tout seul à jouer à Zelda, à faire des game over et tout, à être super frustré. C'est dur, hein, le premier Zelda. Ouais, il est Et dur. il y avait, dites-vous il y en avait qui n'avaient pas. En fait, pourquoi ils étaient sortis jouer au foot, c'est parce qu'ils auraient aimé tous jouer à la console, mais il y en avait, ils étaient interdits d'y jouer parce qu'ils avaient effacé la sauvegarde de leur père. Et du coup, le père, il a dit maintenant la NES, elle est à moi et vous y touchez plus. Et autre anecdote comme ça, moi j'ai fait tous les Zelda. J'ai pas fini Zelda 2 parce que j'ai trouvé trop dur et à chaque fois que j'y retouche même sur la console virtuelle Nintendo, je m'arrête au bout d'un moment parce que je trouve ça trop dur. Rappelle-toi, Pierre, je sais pas si tu te rappelles que quand Tu vas me parler de la Nintendo 64 et de Ocarina t'es of venu Time. me voir à Strasbourg et le jour de la sortie, on est affronté ensemble tous les magasins de Strasbourg. Il y en avait c'était impossible d'en trouver un. Le Zelda Ocarina of Time. Et en fait, on a fini par, bon an, mal an, aller dans un jouet club, je me rappelle, dans une galerie commerçante. Et puis, je suis rentré, j'ai fait, de toute façon, vous n'en avez pas. Elle m'a dit quoi? Bah, je dis Zelda, Zelda Ocarina of Time. Si, il nous en reste 2. Voilà. Et donc, en fait, souvent, je trouve que pour moi, la quête, elle démarre là. C'est-à-dire le moment où tu essayes de te procurer le jeu. Mon épouse, là, on a commandé pour moi et pour mon père aussi, parce que mon père fait tous les Zelda et je le salue d'ailleurs. C'est une des émissions qu'il va regarder parce que d'habitude, c'est pas trop son sujet. Et même pour tout vous dire, voilà, moi j'ai acheté la Switch un peu en retard. Et quand la Switch a débarqué et qu'il y avait le premier Zelda, vraiment j'ai eu un remords. Je l'ai pas acheté Day One comme tout le monde, et puis comme tous ceux qui étaient intéressés. Et je me rappellerai toujours parce que le dimanche, j'ai regardé ma femme, je dis mais qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai pas acheté? Et en fait, on l'a trouvé dans un magasin ouvert le dimanche matin. Voilà, tout ça pour dire ça. Alors, mon rapport à Zelda, alors déjà, avant de répondre directement à la question, je réagis à ce que tu viens de dire à l'instant sur la quête première, c'est de trouver le jeu. Alors, effectivement, c'est vrai que on a eu un petit peu de mal à le trouver Day One. Et j'ai même dire encore plus de mal à le trouver Day 2, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai des garçons qui sont grands maintenant. Voilà, le plus jeune a 12 ans, le plus vieux va avoir 18 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on s'était dit, bon, bah, on va jouer de façon alternée à Zelda, et puis, mais ça marche pas, c'est pas possible, parce que forcément, on a les mêmes horaires de jeu. Donc, quand ils rentrent de l'école, bah, moi, je rentre du boulot, donc c'était compliqué. Donc, finalement, j'ai craqué, j'en ai acheté un deuxième pour moi, pour pouvoir jouer. Voilà, donc chacun de son côté. Moi, mon rapport à Zelda, et c'est marrant, Elodie, que tu dis ça par rapport au fait que c'est le premier jeu que tu as terminé, parce que je pense que c'est pareil pour moi. Ça doit, Link to the Past, ça doit être le premier jeu que j'ai fini, parce qu'à l'époque, voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais les jeux vidéo étaient beaucoup plus durs qu'aujourd'hui. De finir un jeu, bah, c'était pas évident. Et Zelda était difficile. Mais en tout cas, Zelda 3 était difficile, mais pas impossible. Et avec un peu d'entraînement, un petit peu de jugeote, etc., on pouvait en venir à bout. Ou en tout cas, on pouvait arriver au moins jusqu'au boss final, parce que le boss final pouvait quand même donner du fil à retordre. Et, Et à l'époque, il y avait pas Internet en plus. Enfin, moi, je me souviens que j'avais appelé la hotline parce que j'étais bloqué à un endroit et il y avait une hotline Nintendo qu'on pouvait appeler pour nous aider à débloquer ou autre. Il y a aussi Quentin Chapuis à la fin de Katsai qui donnait des indices pour trouver les donjons. Moi, je me rappelle de ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, il faudrait qu'on retrouve ça sur YouTube. Je suis sûr que YouTube a ça dans ses archives. Il disait, alors si vous allez, quête numéro 2, si vous allez dans le désert et que vous sifflez avec la flûte, ça fera apparaître le donjon numéro 6. Oh, merci Quentin. C'est génial. Et pour ce qui est des autres Zelda, bah depuis, je pense, à part ceux de la Game Boy, alors encore que Link Awakening est ressorti sur Switch récemment, ce qui m'a permis de le faire et de le terminer. Je les ai tous faits, je les ai tous terminés, que ce soit sur Game Boy Advance, que ce soit sur la Switch, enfin tous. Je crois que je les ai tous faits. Tu m'avais pas dit que tu n'avais pas fini Breath of the Wild parce que Breath ton of fils the Wild, tout je ne l'ai spoilé. pas. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Breath of the Wild, je suis arrivé jusqu'à Ganon. Mais j'ai pas eu envie de le battre parce que de toute façon j'ai vu mon fils le faire, voilà, il l'avait battu sous mes yeux, j'ai vu la fin, donc bon, voilà, ça m'avait pas donné envie de le terminer, mais j'étais arrivé en tout cas, voilà, au boss final.
Et bah du coup, moi, alors avant justement de rentrer dans Tears of the Kingdom, moi maintenant ma seconde question c'est Breath of the Wild. Quel est votre rapport à Breath of the Wild précisément et ce que vous avez ressenti? On va recommencer pareil, Christophe en premier. Breath of the Wild. Alors j'ai pas acheté la Switch directement à sa sortie. J'ai dû attendre peut-être 2 ans après. Je le sais traîner. Et puis sauf que Breath of the Wild me faisait beaucoup d'œil parce que forcément je savais que c'était un must. Et étant moi-même fervent défenseur de Zelda. Et du coup le problème c'est que j'étais très occupé dans ma life. Donc du coup j'ai attendu. Et puis je l'ai acheté en été 2018 peut-être je crois 19. Je sais plus. 2019. Et j'ai passé un été complet à jouer à ça. J'ai fait que ça pendant un été complet. J'ai acheté Breath of the Wild, c'était ma bonne victoire d'avoir bien bossé et j'ai fait que ça. Mais pendant un mois, j'ai fait que ça, quoi. Je n'ai pas, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Et j'alternais entre les tours de vélo à la campagne en étant chez mes parents et retourner dans mon canapé jouer à ça. C'était merveilleux en fait. Je vivais moi-même Breath of the Wild au quotidien. C'était génial. Et tu l'as terminé? Meilleur. Et je l'ai terminé. Ouais, j'ai terminé. J'avais récupéré une petite application sur iPad qui me permettait d'avoir toutes les noix Korogu et les machins. Parce que franchement, pour les trouver, c'est galère. Mais j'avais très envie de tout trouver et de débloquer un maximum de choses, dont les sacoches pour pouvoir mettre les armes et tout ça. Et ouais, j'ai passé, je sais pas, alors, je vais peut-être pas dire 300 heures, mais comme tout le monde, un nombre incalculable d'heures à faire ça et à me balader dans un monde magnifique, quoi. Le sentiment de liberté de dingue, tout. Le jeu parfait pour moi, que je savais que ça allait être, mais je m'attendais pas à autant, et c'est ça qui est surprenant, quoi. Tu te rends pas compte à quel point Et toi, tu dis, Elodie? ah ouais, c'est fou, quoi. J'ai acheté la Switch quand il est sorti parce que je l'avais pas acheté avant, mais dès qu'il est sorti, voilà, c'était pour y jouer. Le problème, c'est qu'on est deux à la maison à y jouer, donc c'était voilà un peu chacun son tour. Et par contre, je crois que c'est arrivé à un moment où je devais être en recherche d'emploi, donc je travaillais mais pas à temps complet. Donc du coup, j'ai dû passer des nuits entières à jouer parce que justement, j'avais pas besoin de me lever le lendemain pour bosser. Donc, mais malgré tout, le jeu, il m'a duré longtemps aussi. Hein. J'y joué plusieurs mois et je l'ai fini. Voilà, pas à 100%, je pense, mais je l'ai fini. Mais c'était enfin, ce monde encore plus grand que les autres. En fait, ce qui est bien, c'est que de chaque Zelda, il y a vraiment une vraie évolution entre chacun. Je me souviens encore quand il est sorti sur la Wii, où les premiers temps, j'ai joué debout avec la Wiimote dans la main, comme si j'avais une épée. Bon, très vite, je me suis assise sur mon canapé, mais à chaque fois, il y avait plein de petites nouveautés comme ça, et des mondes de plus en plus ouverts, des mondes de plus en plus grands, et ils arrivent quand même toujours à trouver un petit truc en plus, quoi. Et voilà. Et toi, Greg? Moi, Breath of the Wild, c'était probablement mon jeu préféré. Et en fait, contrairement à plusieurs personnes que je connais qui ont refait le jeu plusieurs fois, moi, je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait vraiment à fond. Mais à fond, je suis pas allé jusqu'au bout des Korogu. Je crois que je me suis arrêté à 697 et c'est précis, mais je me rappelle bien de ce nombre parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir tout ratissé, d'avoir regardé le plan de près comme ça, à me dire alors là, il y a encore cette petite clairière où je suis pas allé et en fait j'en avais vraiment trop. Et j'attendais cette suite un petit peu. Je savais que c'était la même map et comme tu dis en fait, Elodie, je crois que c'est ça qui est formidable avec cette licence, c'est les choses qu'ils ajoutent à chaque fois, les mécaniques de jeu. Et je crois que Tears of the Kingdom, c'est un peu la compilation de tout ça. C'est-à-dire que ce qui a marché, ils le gardent, ils le font encore plus énorme. Et ce qui a pas trop marché, comme le motion, c'est-à-dire les mouvements, ils ont pas gardé parce que bon, bah, au bout d'un moment, t'en as marre de faire des moulinets avec ton. Moi, je m'étais mis un bandage même au poignet parce que j'avais mal au poignet à force de jouer. Mais sur Wii. Et moi, je trouve déjà Breath of the Wild était grandiose. Et puis là, on est encore un level au-dessus, quoi. Alors, effectivement, Breath of the Wild, moi, ça m'a fait énormément de plaisir de le découvrir parce que, comme disait Elodie, c'est une licence qui évolue et Breath of the Wild, ils ont fait le choix d'évoluer en monde ouvert. Et alors, moi, je suis totalement fan de ce type de jeu. Le type monde ouvert, pour moi, c'est vraiment celui dans lequel je m'épanouis le plus, d'être libre de ses mouvements, d'aller à la découverte, de découvrir des choses, voilà.
et de se dire, bah, il y a une montagne là-bas, on peut y aller, on peut abandonner toutes les autres missions et juste dire, bah, j'ai envie de me balader, j'ai envie de voir ce qu'il y a là, j'ai envie de le découvrir. Et pour ça, ça a été vraiment un énorme plaisir de jouer à ce jeu. Et, Hmm. et après, là, je vais commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Et je vais même mettre carrément les pieds dans le plat parce que je sens que vous êtes à fond dans ce jeu, à fond dans Tears of the Kingdom, et c'est pas tout à fait mon Je cas. ne vois pas de quoi tu parles, hein, tiens. Et c'est pas tout à fait mon cas parce que justement, moi, ce qui m'a vraiment, enfin, une des choses qui me rebute un petit peu, c'est que c'est la même carte en grande partie. Et là où j'ai trouvé que dans Breath of the Wild, il y avait un sentiment de découverte, de surprise, où on retrouvait des éléments des autres Zelda d'ailleurs. On retrouvait l'église, on retrouvait des fontaines, enfin on retrouvait des éléments qui venaient d'autres jeux. On se disait, ah, c'est cet endroit-là. Et à chaque fois, il y avait une découverte, un plaisir de découverte. Là, finalement, il n'y était plus. Et du coup, bah, tu te baladais dans un monde qui ressemble tellement à celui que tu connais déjà que finalement, bah, tu avais plus ces mêmes degrés de surprise. Mhm. Et Oh. après, là, je vais déjà rentrer dans les détails. Je sens que vous êtes en train de bouillir pour me sauter à la gorge. Et je vais même aller plus loin. J'ai trouvé, et c'est un reproche que j'ai lu assez souvent, et je voulais me dire si vous êtes d'accord avec ça, j'ai trouvé souvent vide. J'ai souvent trouvé que, en fait, ce qui servait à aller d'un point à un autre, ben, c'était du vide, c'était du remplissage, et qu'on s'ennuyait. On s'ennuyait d'aller à un point à un autre. Et c'était presque une excuse. Le monde ouvert, il servait plus à grand-chose. Autant dans le premier, c'était le monde apocalyptique, où ça s'expliquait, où on trouvait, où il y avait beaucoup de vide, mais c'était au service du scénario, finalement. Et là, ben, on se retrouve avec encore beaucoup de vide. Bon, d'accord, on comprend qu'ils vont reconstruire le monde, etc. Mais j'ai trouvé que tous les éléments qui étaient mis à notre disposition, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans l'émission, je pense, ils ne nous aidaient pas forcément à combler ces vides. Qui veut répondre? Là, je vois que j'ai tout le monde est... ouais, Christophe qui lève le doigt. J'ai pris la main directement. J'ai pris l'aggro. Moi, je trouve que tu as raison sur ce point, c'est plus vite, mais ils ont pensé le jeu totalement de manière différente. Ça m'a fait l'effet de revenir dans une ville que je connaissais. Et donc, du coup, il y avait une forme en moins de liberté, mais ça amène un pan de nostalgie que j'ai trouvé vraiment agréable de me dire, en fait, je connaissais ça avant. Ah, ils ont changé le truc. Ah, ça a un peu évolué. Ils ont changé telle petite chose, déplacé 2-3 cailloux ou même remanié certains trucs. Il y a un côté univers remodelé. Il y a quand même une grosse surprise à un moment donné en jeu où tu te rends compte qu'en fait, le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on imaginait. Dès là, par le fait d'avoir des espèces d'îles flottantes au-dessus du ciel, il y a trois levels de territoire à explorer. Un qu'on connaît et deux qu'on ne connaît pas en fait. Donc la liberté, moi je suis pas d'accord. J'en ai vraiment ressenti vraiment le côté découverte. J'étais encore bien dedans quoi. C'est une autre façon d'aborder le monde de base avec un peu de nostalgie, un peu de redécouverte différente. Par contre, le côté vide, je comprends totalement, mais je pense que les échelles de déplacement n'ont plus rien à voir par rapport à Breath of the Wild. Et ils ont réussi à. Enfin, moi, dès que j'ai récupéré le paravoile dans Tears of the Kingdom, j'ai fait ah yes, me revoilà là-dedans. Et j'ai fait ah ouais, mais sauf qu'en fait, c'est 2 fois plus grand, c'est 2 fois pire, ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus d'ampleur, quoi. Donc moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément vide, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, en fait. J'ai pas ressenti du tout le sentiment de vide. Au contraire, déjà, j'ai ressenti le sentiment de. Alors, je peux pas partir 10 minutes sans qu'ils fassent tous n'importe quoi. Du genre, ah, on a égaré les noix Korogoud. Je vais te dire, au secours. Moi, ça fait longtemps que je les aurais tous fait cramer, là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me venge un petit peu. Et petit teasing pour la fin de l'émission, mais je vous proposerai une petite compilation de passages de mon jeu. Encore une fois, je disais, je l'ai fait qu'une fois, moi, le précédent Breath of the Wild, et je suis très attaché à l'histoire que j'ai vécue, c'est-à-dire le monde ouvert
et les chemins de traverse que j'ai pris, c'est-à-dire de quel endroit à quel endroit je suis allé. Et là, justement, je l'ai pas vécu comme toi, le sentiment de vide, d'une part parce que cette fois-ci, je me disais, les monts Géminés, je suis arrivé par l'autre côté cette fois-ci. Je suis pas passé par le chemin de la dernière fois, donc je redécouvre un petit peu certains endroits à rebours. Le fait de redécouvrir par exemple le plateau du Prélude, alors que tu t'avais commencé par là dans le premier, là tu le redécouvres aussi. Comme tu dis, Christophe, il y a de la nostalgie, mais il y a aussi une autre perspective pour moi complètement. Et en plus, pas du tout le sentiment de vide, parce que j'ai l'impression que je peux jamais prendre un cheval ou quoi que ce soit, ou une charrette, parce que en fait, dès que je monte sur quelque chose, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, excusez-moi, j'ai un problème, venez m'aider ». Non, j'ai l'impression qu'il y en a partout et je le vis pas du tout comme du remplissage. Limite, je trouve ça dommage que tu le ressentes comme ça, Pierre, parce que moi, c'est pas l'expérience que j'en retire. Et toi, Elodie? Alors, au début, oui, mais en fait, très vite, effectivement, ils ont quand même mis des choses pour pallier à ça, ou en tout cas, ils ont essayé, puisque, effectivement, il y a le ciel, mais il y a aussi les souterrains. Moi, j'avoue que les souterrains, ça a été juste, incroyable, et j'osais pas y aller au début, parce que pareil, c'est vraiment l'inconnu. Et... On n'ose pas trop y aller dans la pénombre, on se dit, oh non, c'est plus tard ça. Ah non, puis quand on tombe sur un truc vraiment pas cool, qu'on s'y attendait vraiment pas. Après, au fur et à mesure du jeu, on l'apprivoise et puis on finit par y aller. Et puis, effectivement, il y a quand même plein de petits trucs nouveaux et des choses aussi qui mettent en tension parce que je pense pas que c'est trop du spoil, mais il y a en tout cas un truc très vilain qui se balade des fois dans le monde, qui essaye de vous attraper. On n'en dira pas plus, mais oui. Ce truc-là, la première fois qu'on tombe dessus, c'est un peu parce qu'autant les linelles, on avait un peu l'habitude, et finalement, c'était pas forcément le truc plus dangereux parce que pareil, on tombe sur des trucs, on fait qu'est-ce que c'est que ce nouveau monstre-là, qu'est-ce que c'est que ce truc et le avec game over, il est craint dans ce jeu, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça, je trouve. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, et du coup, il y a quand même pas mal de choses nouvelles qui ont été mises, et puis moi, j'ai un petit peu oublié la carte en fait du précédent, et je la redécouvre. Il y a des fois où je me dis ah tiens, cet endroit-là, où est-ce qu'il était déjà? J'y suis pas encore allée. Je suis sûre qu'il y a un Korogu à cet endroit-là. Donc je trouve qu'ils ont quand même réussi à rajouter un petit peu de piment, même si on connaît déjà le monde. Et moi, par contre, j'ai voulu voir aucune vidéo, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'avoue que quand j'ai commencé le jeu, j'étais un peu déçue de retrouver la même carte parce que je pensais qu'on allait avoir un nouveau monde et pas du tout. Mais au final, non, ça va, c'est plaisant. Alors, la preuve, c'est qu'on le disait tous, on passe beaucoup plus de temps à se balader finalement qu'à vraiment faire les quêtes principales. Donc, tout à fait. Il y a Anne-Claire qui nous dit dans les commentaires que Gaël lui dit « Les profondeurs, c'est trop bien et nouveau ». Voilà, c'est un peu ce que disait. Et elle disait au contraire, il est sur 3 dimensions maintenant, c'est énorme. Voilà, sur trois niveaux. Il y a un autre système donc, de jeu, c'est surtout la grosse nouveauté du jeu, c'est qu'on peut construire à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, on voit passer des vidéos tout le temps sur tous les réseaux. Voilà, vous pouvez pas y échapper si vous passez un petit peu de temps sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'essaye d'y échapper et des fois je vois quand même des trucs. Ouais. Et effectivement. Il y a un mec qui a fait un multiplicateur d'œufs à l'infini. Parce que normalement, quand on tape des poules, ça fait des œufs. Donc il a fait une machine qui tape les poules et il y a plein d'œufs qui sortent. Enfin bref, voilà, c'est fou. Voilà, c'est complètement laissé, on va dire, à l'imagination des joueurs. Ça rejoint ce que tu disais, Pierre, tout à l'heure. C'est-à-dire que tu disais que c'était le monde ouvert, et en vérité, c'est pas que le monde ouvert, parce que des mondes ouverts, on en a vu plein, où tu fais une action, et par exemple, elle est scriptée, mais là, il y a vraiment une physique du jeu. C'est-à-dire que la gravité compte, le feu compte, la glace compte, l'eau compte aussi. Et donc déjà dans le premier, le fait que tu puisses utiliser le magnétisme sur des choses et pas sur d'autres, ça avait ses règles du jeu. Et là aussi, ils en inventent des nouvelles. C'est-à-dire que moi, avant tout, c'est pas tellement la map, parce que j'ai cru, moi, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, si on recolle les bombes, le magnétisme, l'énergie cinétique et tout, là, j'aurais été frustré. Et en fait, dès l'introduction du jeu, il te donne d'autres pouvoirs. Et tu te dis, on n'est pas dans le même jeu. La physique est la même, les mécaniques sont différentes. Ils ont réussi à faire un truc qui est extrêmement ludique. C'est un bac à sable extrêmement ludique.
On est comme des gamins dans un bac à sable avec ah je pourrais faire ça. Bah oui, en fait je peux. A priori je peux. Si je me suis perdu quelque part, tu te débrouilles par toi-même. Ça prend vraiment le joueur pour quelqu'un d'intelligent. C'est super agréable en fait. C'est ça qui est bien, c'est que je pense notamment au sanctuaire où on se dit qu'il y a peut-être une façon de le résoudre, mais en fait il y en a plus d'une façon de le résoudre parce qu'on peut faire des choses improbables et ça peut fonctionner quoi. Donc là-dessus c'est assez réussi. Anne-Claire, si j'avoue que moi, à force, ça me gonfle des fois un peu de devoir construire des trucs, mais mais bon. Anne-Claire dit ils ont mixé Zelda et Animal Crossing, c'est pas fou. Dans Animal Crossing, il y a beaucoup ça. Tu ramasses des bouts de bois, des trucs, des herbes, des bambous, etc. Tu trouves des moyens d'avoir des nouvelles ressources qui te permettent d'avoir de nouveaux objets. Mais là, en plus, c'est des objets dont tu peux te servir. C'est pas juste un scooter que tu poses dans un coin. Il y a un vrai truc. Tu fabriques des choses. Et parfois, tu es surpris aussi. Moi, c'est vrai que j'en avais parlé déjà avec Christophe quand on s'était croisés. Il y a vraiment des moments, comme tu le dis, Elodie, il y a un sanctuaire, un truc à faire. Et puis je me dis, je pense pas que c'est ça qu'on attend de moi, mais j'y suis arrivé. C'est J'ai réussi à l'essentiel. balancer le truc et ça marche. Donc tant pis. Et puis on arrive quelque part à être fier de soi. C'est ça qui est cool dans le jeu. Et moi, je l'ai vécu en direct avec mon garçon, justement, qui jouait à Zelda, et qui me regardait jouer, il me regardait faire des donjons qu'il avait déjà fait, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Et puis il me voyait construire des trucs hyper longs, alors que lui, il avait pris peut-être une façon de s'envoler pour passer un précipice ou que sais-je, et voilà, et à chaque fois, il était estomaqué de me voir faire quelque chose auquel il n'aurait pas du tout pensé, quoi. Et c'est vrai qu'en ça, c'est formidable, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que là on est 4, mais imagine-toi tous les joueurs, je suis sûr que personne n'a la même expérience de jeu. Il y a forcément des lieux communs, des trucs qui sont... Mais vraiment, il y a des moments, enfin, j'ai vraiment pensé, je me suis dit, est-ce que là, le fait que je fasse tomber tous les stalactites, que je fasse un grand bâton avec pour attraper le coffre derrière la grille, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ou pas? On l'a tous fait. Tant pis, ça marche. Faire un grand pont. C'est ça, j'ai pas envie de nager. Moi, il y a vraiment des moments où je me suis dit, j'ai pas envie de nager, je vais couper tous les arbres, je vais faire un pont géant. Et en fait, tu remarques qu'il y avait une petite plateforme où tu pouvais juste monter en haut et descendre plus bas. Et tu fais, j'aurais perdu du temps, mais c'est pas grave. Exact. Et parce que c'est pareil, oui, au début, on oublie là, ce pouvoir de traverser des endroits qui est très pratique. C'est un pouvoir très important, ouais. C'est ça. Alors, en revanche, et je remets à nouveau les pieds dans le plat, Christophe, il est dépité. Là. Non, c'est bien, c'est très bien, c'est l'idée. Faut critiquer aussi un petit peu, c'est normal. J'avoue que au début, quand j'ai vu les premières vidéos du jeu avant d'y avoir joué, je me suis dit c'est quoi ce pouvoir, machin. Et quand j'ai joué, j'ai eu la même réaction qu'on vient d'avoir là. J'ai trouvé ça super. J'étais vraiment enthousiaste de pouvoir fabriquer plein de trucs. Mais, et ça rejoint en fait le premier point que j'ai évoqué en première partie, pour moi, c'est un pouvoir qui s'auto-gâche par rapport à sa propre mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de choses dans son inventaire, mais on n'ose pas les utiliser parce qu'il il se casse, il s'abîme, au bout d'un moment, il s'arrête, il disparaissent. Enfin, je sais pas, je vais trouver tous les mots pour expliquer ce qui se passe, mais ils ont une durée de vie limitée. Pas tous, hein. Il y en a certains, il suffit de les réactiver ou d'attendre un petit peu le moment, mais voilà. Et je trouve que c'est un des gros défauts de jeu de ce Zelda. C'est encore plus frustrant là, parce qu'on avait avant les armes qui se cassaient. Bon, on se disait, je vais essayer de les économiser, mais là en plus on a une deuxième pouvoir qui est génial et qu'on n'essaie de pas utiliser parce que, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Je suis hyper frustré sans arrêt. J'aimerais construire des choses tout le temps et je me dis je vais pas le faire parce que si ça se trouve je vais en avoir besoin plus tard pour un boss, pour passer un donjon, pour quelque chose. Et du coup, je me balade à pied parce que j'aime pas trop forcément faire du cheval dans Zelda et je me balade à pied. Alors j'entends rien, j'entends juste une petite musique de fond et puis le Zelda et Link qui fait ta 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 qui marche, j'entends ces bruits de pas pendant des heures et des heures et j'ai l'impression qu'il se passe rien, que je traverse des vides, que j'ai un potentiel énorme que je vois d'ailleurs qu'on me met sous les yeux sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur tout ça. On me dit vous pouvez faire des robots géants, vous pouvez faire des vaisseaux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bah non, moi je suis même pas foutu de faire une petite charrette parce que j'ai peur que mon moteur il se casse quoi. Et je suis frustré et moi c'est vraiment pour moi le gros défaut du jeu, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas réutiliser ces choses-là à l'infini. Alors, je suis pas complètement d'accord avec toi, et je vais te dire pourquoi. C'est que je sais pas si vous avez fait le DLC de Breath of the Wild.
Dans le DLC, en fait, on avait 4 nouveaux donjons qui faisaient, enfin 4 nouvelles séries de sanctuaires qui nous permettaient de rebattre les boss, des boss un peu plus forts, et qui nous permettaient de débloquer un dernier donjon nouveau. Et à la fin de celui-là, on gagnait un truc. On gagnait une moto. Une moto, la moto que Link enfourche dans Mario Kart avec une tête de cheval. Pour moi, la vraie frustration, elle était là. Parce qu'une fois que tu avais ça, et que tu roulais à cette moto, et que tu roulais sur les montagnes, et que tu te servais des montagnes comme tremplin, et que tu avais traversé toute la carte en 10 minutes, il n'y avait plus rien à faire. Tu avais fait le tour du jeu, tu vois. Et là, je trouve que cette mécanique, comme celle de casser des armes, en fait, et d'ailleurs, ils l'ont fait avec l'épée légendaire, le fait qu'elle soit pas, qu'elle soit destructible, remet sans arrêt du challenge. Et par exemple, moi hier, j'ai fait un énorme combat auquel je m'attendais pas du tout. J'étais plutôt bien équipé, plutôt bien stuff. Quand je me suis retrouvé à la fin avec toutes mes armes détruites quasiment, plus de potions, plus de plats à manger, je me suis dit, bah, les cartes sont rebattues. C'est-à-dire que je suis pas revenu à la sauvegarde d'avant parce que c'était intéressant ce que j'avais ramassé à la suite de ce combat. Mais ils ont quand même inventé une mécanique de jeu qui fait que même si tu as la plus grosse épée légendaire de toute la vie, bah, ça ne dure pas. Voilà. Alors, quelqu'un Le côté veut... polystyrène des Christophe, choses. pardon. Ouais. Ouais, moi c'est pareil. En fait, ça me met en contradiction avec ma collectionnite de jeux de gamer. C'est-à-dire que moi j'aime bien collectionner des trucs, puis que ça reste dans un coin, et puis que ça bouge plus, puis j'ai tout amassé. ça. Et le fait que ça se casse, bah ouais, je suis là genre, ah bah non, j'ai pas envie de me servir de ma plus belle épée, et de l'épée que j'ai récupérée et tout, avec, après avoir passé beaucoup de temps à la chercher, ou alors d'avoir battu un gros monstre qui me la donne. Je suis là genre, bah ouais, mais si je m'en sers, elle va casser. Et c'est très frustrant. En fait, moi, ça m'apprend justement à. Ça me réapprend parce que je suis un adulte, mais l'imperméabilité des choses, dans le sens où c'est pas grave, tu retrouveras autre chose, tu feras autrement. Et en fait, c'est assez jouissif, moi, je trouve, d'avoir à dire, tu te sépares d'un truc. Sur le moment, tu pourrais faire ça, avec. Tu choisis la meilleure option qui te convient. C'est toujours ce côté ludique. C'est en gros, chacun fait comme il veut. Et tu gères ton arsenal et tout comme tu l'entends. Moi, il y a des monstres que j'ai butés où je sais clairement que c'était pas comme ça qu'il fallait les buter parce que j'aurais utilisé l'électricité, ça aurait buté en 2 secondes. Bah non, je les ai tapés avec une merdouille sur mon bouclier et du coup, ça a fait mais 0 dégâts. J'étais là, genre petit à petit, j'ai passé du temps. Mais en fait, ça m'a appris qu'il y avait d'autres solutions. Et quand je vois les gars sur Internet qui font des vidéos de dingue avec des robots et des machines qui viennent broyer les monstres par paquet de bouffe, parce que tu fais, mais comment Bah oui, c'est vrai que je pourrais le faire. Très long à mettre en place. La machine va durer 3 secondes, ça va me dévorer toute ma barre d'énergie, mais pourquoi pas? Bah, je testerai un jour. J'ai vu une vidéo géniale d'une personne une joueuse qui disait attendez, mais on peut faire ça dans le jeu. Moi, je me balade avec mon épée, avec une pierre au bout. J'ai l'impression d'être à l'âge de pierre et que les gars ont évolué au dernier level possible, quoi. Alors, on a Jack McGuffin dans les commentaires qui nous dit c'est pour s'obliger à rester créatif, je suis d'accord. Alors, moi, je voudrais aborder un point, je sais qu'il est très polémique et je sens que Jack, il va sauter sur son siège en m'entendant. C'est le fait que c'est un jeu, comme vous le dites, bah, finalement, qu'on peut aborder tous différemment, mais on se retrouve tous avec cette même frustration. Il faut du temps. Et quand on est un Mais quarantenaire ou avons-nous plus, le cœur assez grand? voilà, Pardon. est-ce qu'on a le temps de jouer à Zelda? Est-ce que vraiment on va avoir le temps? Est-ce que nous, qui sommes des fans, on va quand même tenir le coup sur la durée, sur la longueur? Est-ce que des gens qui le découvrent vont pas abandonner avant parce que justement ils en auront marre de voir partout des vidéos à droite à gauche de construction totalement dingue et qu'eux ils seront à l'âge de pierre avec leurs petits cailloux sur leur bâton? Moi, je suis pas totalement convaincu de ça. Moi, je me dis quand même, j'aimerais vraiment avoir des chiffres par curiosité de savoir combien de personnes
ont passé le premier donjon, les 4 premiers donjons? Combien de personnes ont fini le jeu, auront fini le jeu d'ici 2, 3 ans? Est-ce que ce sera 80% du joueur, 50%, 10%, 5%? Moi, c'est vraiment des choses qui m'intéressent parce que un jeu vidéo, ça reste quand même une histoire aussi, il faut pas l'oublier. On en parlera sans doute de l'histoire. Et je trouve vraiment dommage que bah, c'est parce que sous prétexte que bah, on veut que tu joues comme ça parce qu'on a pensé le jeu comme ça, ben, finalement, tu n'apprécieras peut-être pas le jeu dans son entièreté et dans sa finalité, en allant jusqu'au bout, parce que bah, t'as pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce jeu, parce que t'as qu'une heure à consacrer par jour pour ça, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres jeux auxquels tu as envie de jouer, il y a peut-être des séries que tu veux regarder, il y a des films. Il y a Elodie qui nous disait avant l'émission qu'elle se regarde plus de séries en ce moment parce qu'elle joue au jeu. Donc moi, je voulais savoir ce que vous pensez justement du temps que ça demande à jouer, Elodie particulièrement. Effectivement, oui, ça prend du temps. Moi, j'ai mon amoureux qui m'a demandé si je l'aimais plus que Zelda ou Zelda plus que lui. Ah. Ne me demande pas de choisir. Après, enfin, moi, j'ai envie d'y jouer et des fois, je me dis tiens. Pendant la journée, je me dis tiens, je suis pas allée à tel ou tel endroit. Il y a peut-être quelque chose par là que j'ai oublié. Après, on en trouve quand même du temps, mais effectivement, on parlait du fait qu'il n'y a pas forcément, que les gens n'ont pas fini tous les donjons. Moi, j'ai fini mon 3e donjon il y a tout juste quelques jours de ça, parce qu'en fait, je me promène, je fais les quêtes annexes parce que j'aime bien et c'est sympathique. Et finalement, après, on l'a attendu longtemps ce jeu. Il coûte cher aussi. Et du coup, prendre son temps, c'est bien. Peut-être que je l'aurais fini à la fin de l'année, peut-être pas, peu importe quoi. En tout cas, c'est un plaisir d'y jouer et d'essayer de trouver le temps et de prendre le temps. Greg? Il y a Anne-Claire qui dit en commentaire, il y a des joueurs dont le but n'est pas de finir le jeu, évitement de combat, construction, balade, un peu comme Animal Crossing, on peut y passer des années. Je crois que je suis pas sûr que ce qui soit en jeu, c'est le fait de finir ou pas le jeu, parce que quand on faisait Ocarina of Time, on se posait pas la question de savoir pour quand on devait le finir. C'était un jeu au long cours. Moi, je me rappelle avoir été bloqué longtemps. À l'époque, je suis pas sûr qu'il y avait tellement Internet ou en tout cas, tu pouvais pas tant que ça avoir toutes les solutions. Je me rappelle très bien il y a un donjon que j'ai mis énormément de temps à trouver. J'ai ratissé plusieurs fois le jeu avec la fée Navi qui me disait que dirait Saria? Oui, mais je la trouve pas. Je ne la trouve pas en fait. Et j'avais complètement oublié entre deux parties parce qu'en plus je jouais quand je rentrais chez mes parents pendant mes études. J'avais oublié le fait qu'on pouvait aller de l'autre côté des bois perdus et comment il fallait y aller, qu'il fallait écouter le son, et je jouais sans le son en regardant la télé, donc autant dire que je ne pouvais pas trouver. Et en fait, moi je trouve que le problème finalement, c'est pas tellement le temps qu'on y passe. Quelque part, j'ai un peu rushé, enfin, je dis ça, pardon. Christophe disait qu'il n'avait pas eu le temps de démarrer Breath of the Wild. D'ailleurs, moi, si mon éditrice nous écoute, je n'ai pas eu le temps de démarrer ce jeu parce que j'ai trop de travail à faire. Et je ne parle que parce qu'on m'en a parlé. Hein. Je n'ai pas du tout, j'ai pas eu le temps de jouer du tout. Hein. C'est très important que je le précise. Par contre, c'est vrai que si j'avais eu le temps de démarrer le jeu, je dirais que en fait ce qui me presse un peu, c'est comme tu disais Pierre, tu me l'as dit, les gens qui day one ont spoilé le boss de fin. Voilà. Moi je trouve ça regrettable en fait. Ce qui m'embête, c'est plus le fait que voilà, les réseaux sociaux font que en fait t'es entouré de gens qui ont vraisemblablement ont le temps de jouer H24 ou presque, et donc voilà. Et il y a des moments où j'ai l'impression dans le jeu de me presser pour en avoir vu un maximum, comme je me presserais de regarder une série avant qu'on me spoile la fin, quoi. Et c'est plus ça qui est en jeu pour moi, parce que sinon le jeu, je pense que j'aurais pu y jouer pendant 1 ou 2 ans, si ce n'est que une fois que t'es dessus, t'as un peu du mal à décrocher, parce qu'encore une fois, il y a toujours quelqu'un. Tu te dis, il y a un dernier Korogu qui voudrait que je la ramène vers son copain, alors je vais la ramener, hein, tant qu'on est là. Et puis en fait, sur le chemin, tu croises un truc à ramasser, un machin, un ennemi, un truc. Ça n'arrête jamais. Une chose en menant une autre, voilà. C'est ça. Et toi, Christophe? En fait, je voulais rebondir sur ce que tu étais en train de dire. En gros, on est
on est justement mitraillé de choses qui sont liées aux réseaux sociaux, bah en fait Zelda, ça me permet de pas les regarder quoi. Ça me permet justement de faire abstraction de ce qui se passait autour de moi. C'est un peu l'intérêt du jeu vidéo, c'est que c'est du coup pour me divertir. Et je sais qu'il y a eu énormément effectivement de spoil et tout. Et moi d'office, je vois marqué Zelda sur un coin de l'écran, je fais non, mais non, non, ne parlez pas. Il y a même des copains, alors on en a parlé à l'époque, quand on s'était croisés, j'ai un pote qui m'a dit, il y a mon gamin qui joue et il a fait ça. Et je lui fais, ah mais non, t'es en train de me spoiler une mécanique du jeu. Et il me dit, ah pardon, c'est vrai qu'effectivement, je suis désolé, mais en même temps, t'allais le découvrir à un moment ou d'un autre. C'est vrai. C'est les mécaniques du jeu qui font partie du spoil. C'est pas que l'histoire en elle-même par rapport à la légende de Zelda, de celui qu'on nous raconte avec Tears of the Kingdom. Parce qu'au final, l'histoire, on la connaît. Hein, il y a très peu de retournements de situation dans un Zelda. Tu sais, a priori, ce qui va se passer. C'est la façon dont on te le raconte qui est le plus important. Et c'est la façon d'y jouer qui est importante. C'est là où Nintendo est super fort pour ça. Je ne me rappelle jamais du prénom, du nom du créateur du jeu. C'est que du coup, c'est la façon d'y jouer qui importe, quoi. C'est le gameplay. C'est ça où moi je m'y retrouve à fond, où je me dis on se fout pas de ma gueule, le prix il vaut ce qu'il vaut, c'est énorme, mais c'est parfait pour être ludique pendant des heures et des heures et du temps passé. Après, qu'on y consacre du temps ou pas, oui, c'est une question d'avoir envie de s'engager dans un univers, quoi. Mais je peux très bien dire pour ça. C'est amusant que vous parliez de ça parce que vraiment on a des ressentis totalement différents par rapport à ce jeu. Et moi, par rapport justement au Zelda que j'ai pu finir, Greg, tu disais la fin, enfin le jeu, la fin du jeu n'est pas une fin en soi, quelque sorte. Vous avez absolument raison. Il y a tout plein de mécaniques qui font qu'on a envie de passer des heures dessus à découvrir d'autres choses, des quêtes annexes. En revanche, je reste quand même vraiment très frustré et c'est un petit peu le mot, c'est le mot frustration, moi, qui me revient systématiquement quand je pense à ce jeu. C'est d'avoir ce sentiment de ne pas avancer, finalement. Et ou alors, et ça c'est un autre point un reproche que j'aurais à faire. Mais je vous rassure, hein, je terminerai l'émission avec tous les points positifs que j'ai à lui accorder. C'est la redite avec l'opus précédent. Notamment au niveau de l'histoire, parce qu'on se retrouve encore, on doit aller dans 4 points clés de la carte, où on retrouve 4 tribus clés, et on retrouve des personnages qui sont pour le coup, je trouve, un cran en dessous de ceux de l'épisode d'avant, parce que dans l'épisode d'avant, on avait quand même des gens, des personnages d'une certaine stature. Là, je suis désolé du mot, c'est des petits gamins énervants, quoi, et qu'on retrouve... Et moi, j'ai vraiment l'impression plutôt de jouer à Breath of the Wild 1.5, genre, bah écoutez, ça c'est le vrai jeu qu'on voulait vous proposer à la base, qu'on n'a pas pu faire. Voilà comment on l'avait imaginé, c'est ce jeu-là. Et j'ai cette frustration-là. Et je terminerai juste sur un truc de l'histoire. Il y a un truc qui m'agace, non mais voilà, j'en terminerai avec tous les trucs qui m'agacent, parce que j'aurais tout dit de toute façon. Et je vous laisserai la main. C'est le fait qu'on a sauvé le monde. On revient donc là, on a un problème. Zelda s'est fait kidnapper. Il y a des choses qui sont apparues dans le ciel. Et il n'y en a pas un qui est foutu de te dire bah tiens, prends l'armure, elle va sauver le monde. Non, il faut qu'il te la vende. Ça coûte une blinde. Moi, j'ai pas réussi à acheter autre chose qu'un vulgaire chapeau de pompier là pour traverser un volcan. Et je trouve ça frustrant. Et je le redis à nouveau, c'est un jeu hyper frustrant. J'ai l'impression j'ai passé 40 heures, j'ai acheté une tenue quoi. Une tenue avec mes malheureux 2000 rubis et je casse toutes mes armes et j'ai l'impression de ne pas avancer, de toujours revenir en arrière, d'investir du temps. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, je vous avoue que depuis Final Fantasy XVI que j'ai commencé la semaine dernière, je n'ai pas retouché à Zelda. Ah ouais, mais ça, c'est la concurrence, c'est dur et rude avec un Final Fantasy XVI en face que j'ai très envie de faire aussi pour plein de raisons Et juste avant que tu reprennes la main, Christophe, il y a Jack McGuffin qui nous dit dans le chat, c'est une critique du capitalisme dans l'urgence climatique, mais c'est totalement ça. Il dit aussi, il dit aussi, il n'y a pas de barre d'expérience, certes, mais déjà dans Breath of the Wild, l'expérience, c'est nous qui l'avons, c'est surtout le stuff qui évolue. Après, j'ai l'impression que les monstres qu'on croise malgré tout dans le jeu, ils évoluent aussi. Hein.
au fur et à mesure justement du nombre de cœurs, du nombre de donjons, parce qu'il y en a certains, les moblins là je crois, où ils étaient faciles à battre, puis d'un seul coup pouf, il y en a un là qui a popé avec son espèce de corne pompon là, qui est un peu plus costaud que les autres, ouais c'est ça. Et du coup j'ai l'impression que malgré tout, même s'il n'y a pas de barre d'expérience, même les armes qu'on récupère, elles sont un peu plus fortes qu'au début. Oui, c'est un mécanisme d'expérience caché. Enfin, ils ont découvert ça, en fait. C'est que plus tu tues un type de monstre, plus ce type de monstre va évoluer, en fait, et va être difficile à battre. Et inversement, tu auras des meilleures armes dans les coffres. C'est pour ça que moi, j'ai toujours des armes pourries. Donc je ne me bats pas, j'évite le combat. Ah, bah oui. Bah voilà. Bah oui, mais alors du coup, t'as pas vraiment joué. Alors d'ailleurs, pour aller sur cette question d'expérience, j'ai commencé à avoir que des argentés un peu partout, moi, enfin des blancs là. Et en fait, il y a un moment donné où j'étais assailli par un groupe de moblins, de bokoblins blancs. Et quand j'ai repris ma sauvegarde après, du coup, ils les avaient downgrade. Ils étaient devenus à nouveau noirs ou rouge ou bleu. Donc on sent que c'est évolutif et que ça fait un peu. Si t'es mauvais, ils remettent le jeu à ton niveau, c'est ça? Je crois, ouais. C'est ça. Et en même temps, s'ils remettent le jeu à ton niveau, ça veut aussi dire que tu progresses pas non plus et que t'as pas leurs éléments pour upgrader les armes. Enfin, tu vois, c'est un peu voilà. Donc là, je vous ai complètement cassé là dans. Il exige que tu passes. Oui, vas-y. Je disais en fait, ils exigent que tu prennes le temps de faire les choses. Je pense que le gameplay est fait de telle manière que si tu places pas toutes les briques qu'on te demande d'assembler, puisque tu constitues ton arsenal, que tu butes certains mobs, etc., que tu chopes des éléments et tout. Pas dans l'ordre, mais au moins dans certaines quantités, ça te garde un certain level, et le level en fait il est masqué. C'est toute la magie de ce jeu, c'est que on te dit pas en fait si t'évolues ou pas vraiment, si t'es proche ou pas de la fin et tout. Tu le découvres quoi. Moi c'est ça que j'aime bien. Bah oui, et puis c'est surtout que c'est pas écrit sur la tête du monstre que tu vas affronter. Genre moi je suis niveau 68, il est niveau 67, bah je peux le prendre. Il y a un côté, nous on fait aussi les Xenoblade Chronicles, on a fait le 1-2 et on était en plein milieu du 3 quand Zelda est sorti. On a un peu laissé de côté le Xenoblade Chronicles 3 et pour plein de raisons en fait. Moi j'ai presque du mal à rejouer à des jeux qui te disent ah bah là il y a une barrière donc tu peux pas avancer. Oui mais je saute plus haut que la barrière donc comment ça se passe? Mur invisible? Il y a pas de mur invisible et même il y avait ça dans les précédents Zelda, le côté ça semblait être un monde ouvert, mais c'était très linéaire. Alors ici, tu as un rocher qui te bloque, il te faudrait les bombes. Ici, tu as une barrière, il te faudrait le cheval pour sauter au-dessus. Et là, c'est pas le cas du tout, en fait. Si tu prends le chemin de traverse qui va bien, et c'est ce qui permet à des pro gamers de finir le jeu en 10 minutes après, parce qu'ils vont direct au boss, et puis ils ramassent juste les 2-3 stuff qu'il leur faut pour être bien armés. Moi j'aime ça, j'aime le côté je le fais pas, je suis du genre à faire tout à 100% pour être sûr d'être le plus stuff possible, mais je sais qu'on peut le faire et ça c'est cool. Mais après c'est bien fichu. Excuse-moi, non vas-y. Non, je disais c'est bien fichu quand même parce que effectivement Pierre, tu disais que tu n'avais pas assez d'argent pour acheter ce qu'il fallait pour aller à tel endroit ou quoi. Bah oui, mais parce que justement, il faut que tu explores, il faut que tu ailles combattre des monstres, que tu ailles dans des grottes, parce que sinon, bah, tu n'as pas ce qu'il faut et tu peux pas acheter la combinaison qui va bien pour aller là où il fait froid ou là où il fait trop chaud. Et d'ailleurs, le jeu, quelque part, il te dirige d'ailleurs vers les zones où tu dois aller, même vers les donjons où tu dois aller. Il y a toujours quelqu'un au moment qui te dit « Ah, mais tu devrais aller à cet endroit-là pour me choper tel truc. » Et effectivement, pouf, d'un seul coup, tu vas découvrir qu'ils ont un problème et qu'il faut aller les aider. Enfin, Après, ça reste un Zelda, parce que tu disais les différents donjons comme dans Breath of the Wild, mais finalement, tous les Zelda, c'est pareil. On a toujours les mêmes donjons, le donjon de l'eau, le donjon du désert. Oui, c'est ça. 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Oui, ça, c'est vrai. 4. Oui, pardon. Il y en a 3 des donjons. Non, il y en a 4, pardon. Oui, pardon, il y en a 4. Alors en commentaire il y a Gaël qui dit Zelda c'est vachement mieux qu'un Final Fantasy, on n'est jamais bloqué dans Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild où on peut aller faire autre chose si on n'y arrive pas et c'est vrai que c'est non je sais plus ce que je voulais dire.
Allez-y. Alors justement, moi je vais rebondir là-dessus. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Bah en fait, moi c'est la question que je me pose parce que, et je terminerai là-dessus, vraiment, il faut que j'arrête d'être aussi négatif. C'est-à-dire que moi je suis vraiment mauvais dans ce jeu. Je suis incapable de sortir d'une esquive. Moi les Mais où est ton monstres ils me problème, en tapent fait? dessus et je suis mort. Voilà, donc c'est pour ça que j'évite et c'est pour ça que je ne progresse pas et c'est pour ça que j'ai autant de difficultés à avancer. Donc c'est pour ça Attends, que... Vas-y, j'ai Christophe. une anecdote par rapport justement à la difficulté du jeu. J'ai un bon ami, ce sont ses enfants, je pense que son petit doit avoir 8 ans, dans ce style, je crois. Et je suis passé les voir et il était en train de jouer à Zelda. Et lui, il n'a pas du tout la même façon de jouer que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste buter les linelles. Et il les défonce en 1 minute top chrono, alors qu'il a 8 ans et qu'il manipule la console comme j'ai jamais fait. Je sais que c'est une question de génération et de connexion neuronale entre la main et tout, mais incroyable. Et alors, moi, où je galère encore à beaucoup, alors que j'ai joué à Breath of the Wild pour buter des linelles, c'est donc les mobs les plus importants ou les plus gros du jeu, à peu près, qui sont très très durs à battre, les gros monstres. Lui, il les défonce, mais très facilement. Il esquive tout, facile, tout le temps, tout bien. Et il a trois cœurs. Ouais. Et moi j'en ai 10. Voilà. En fait, Après, je pense que c'est aussi une question il y a plusieurs jeux en fait dans le jeu, c'est que tu peux te dire Ouais. ok, ça sera juste un jeu de fight pour si je kiffe ça, d'autres qui feront de la découverte pure, ça mélange un peu tout. Si tu veux aller au bout de l'histoire, et bah du coup tu dois être obligé de tout faire un petit peu. Et sinon, si tu veux t'arrêter à juste découvrir et faire des Lego, parce que c'est aussi le principe de ce jeu, c'est de faire des Lego, bah tu peux. Mais la difficulté, moi je suis d'accord avec toi, hein, je suis incapable de buter certains monstres. C'est souvent que je peste en mode ah mais j'ai tout fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a rien le temps de faire, la caméra est des fois un peu alambiquée et je suis un peu des fois en colère contre la Ça caméra arrive, hein. qui Ouais, la caméra est fait un peu ce qu'elle pas veut toujours et simple. bah il y a des monstres qui vont vraiment dans tous les sens, donc t'es obligé de les suivre avec la caméra, je fais ouais ça va vite. Des fois, tu Peut-être que je zoomes suis- sans faire exprès. Ouais voilà, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries maintenant. Bah oui, parce qu'en fait, écoute, il faut faire ça. Il faut esquiver, il faut leur envoyer le bon truc pendant que tu les prends en photo et pendant Ouais, que c'est tu te ça. fabriques un engin. Et Non, mais c'est-à-dire que c'est une vrai. mécanique qui est totalement différente des autres jeux. On peut pas comparer, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Animal Crossing, mais Animal Crossing, ça n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin à ce jeu-là, on ne peut pas le terminer. On peut L'ennui. accumuler, on La peut la changer. fin, c'est Voilà. l'ennui. Voilà, c'est ça. Et alors que dans les jeux en général, ce qui se passe, c'est que à force de passer du temps dessus, tu es récompensé, soit parce que tu gagnes en expérience, soit que tu gagnes en argent, soit tu gagnes en stuff, soit tu gagnes enfin en plein de choses. Alors que Zelda, et c'est ce que je disais, c'est que tu reviens toujours. Enfin, j'ai l'impression de revenir en arrière, d'être à zéro, et ça me rappelle, je crois, ma pire expérience vidéoludique, c'était Final Fantasy XI, qui est un MMORPG, où quand tu mourais, tu perdais de l'expérience. C'est-à-dire que si t'étais niveau 11, enfin, tu venais de passer niveau 11, tu te faisais tuer, tu retombais niveau 10. Donc, le truc le plus horrible sur Terre. Peut mieux faire. Voilà. Bon, mais Médiocre. on va quand même parler une chose positive, c'est la direction artistique du jeu qui est quand même toujours aussi sublime. Greg, tu voulais dire 2 mots là-dessus, je crois. Oui, alors c'est vrai que les premières blagues que tu m'as fait, toi tu m'as envoyé des commentaires en disant il est bien ce nouveau jeu sur PlayStation 3 et je dis oh PlayStation 2. t'exagères ou j'ai dit oh enfin je dis pas quand même pas et tu me dis oh PlayStation 2 t'es dur et moi je trouve en fait que ils arrivent toujours à pousser à l'extrême une console qui quand même a pas des capacités folles et ils le font par de la DA intelligente. Et quand tu vois tout ce par quoi est passé Zelda, hein, c'est-à-dire le moment un peu cartoon, et puis ils reviennent un peu à du truc un peu plus réaliste sur Twilight Princess, et puis après ils prennent les mêmes traits, les mêmes volumes en fait dans le suivant, j'ai oublié le nom, pardon, qui est sorti sur Wii. Skyward Sword. Skyward Sword, tout en apportant une couleur un petit peu plus, on va dire, dessin animé, cel shading, comme ça. Et puis là, moi, je trouve que c'est la quintessence de ce qu'ils peuvent faire. Et le jeu est magnifique. Moi, je me prends des moments comme ça, juste contempler, à regarder. On a cet appareil photo. Des fois, je prends des photos pour le plaisir, alors que c'est vraiment pas le genre de truc qui me passionne dans un jeu habituellement. Et voilà, moi vraiment je kiffe. Et en plus, vous parliez de la caméra tout à l'heure. Alors,
c'est vrai que moi, le fait qu'on dirige la caméra tout seul, je trouve que c'est pas donné, on va dire, aux débutants. Souvent, quand je regarde mon fils ou ma femme jouer à des jeux, je leur dis, mais tourne ta caméra, ça m'agace. Pourquoi tu fonces vers le mur, en fait? Pourquoi tu fonces vers nous? On voit pas où tu vas. Et en fait, voilà, moi, j'aime ce côté. Effectivement, il y a des fois où tu es là, je tourne la caméra autour de moi juste pour regarder ce qui se passe autour, voir si je loupe des trucs. Et carrément, tu réalises un petit peu ton film, quoi, hein, pendant que tu joues. Et Elodie, toi aussi, tu sors l'appareil photo souvent dans le jeu ou pas? C'est arrivé une ou deux fois, j'ai eu une belle photo avec un dragon et un soleil couchant en haut d'une colline. Mais il y a des moments, moi, qui m'ont ému dans le jeu. Il y a des choses qui sont très belles. Quand j'ai récupéré l'épée de légende, je m'attendais pas à ça. Et c'était assez fou, quoi. Je ne dis rien, Oh, mais mais il y a une c'était épée de assez légende fou. dans Zelda depuis toujours, donc Toujours. Oui, mais on ne sait pas, là, justement, parce voilà. Elle est détruite au début, alors. on Oh là se là. doute à quel endroit on peut peut-être la récupérer et on se rend compte qu'elle a un endroit qu'on n'aurait pas imaginé. Et il y a des cinématiques, des choses qui sont très belles et très émouvantes. Et même parce qu'on récupère aussi des souvenirs avec des vidéos, là, et c'est très beau aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié ça aussi. Christophe, Il y a une toi, belle les direction photos? artistique. Ouais. Il y a une belle direction artistique qui se rapproche de ce que fait Ghibli un petit peu. Ça se Oui. ressent Complètement. dans les visages et dans les décors. Il y a une volonté de faire quelque chose de très coloré. Moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux, pardon, les effets spéciaux type eau, type lumière sur les cristaux et tout ça, c'était non, ils sont bien faits. Après, c'est clair que la console, elle crache un peu ses tripes en termes de graphisme. Mais moi, quand je l'ai acheté, je savais que j'allais acheter un Zelda. Je m'en foutais littéralement que ça soit un Zelda réaliste avec des choses que je peux voir sur d'autres jeux aujourd'hui qui sont ultra, ultra réalistes. Je m'en fiche, mais complètement. C'est Ce vrai. jeu, c'est un bon jeu de gameplay avec un univers qui se tienne. Et là, honnêtement, l'univers qu'ils ont créé, il y a quelques designs que moi j'aime pas, mais c'est des goûts qui sont personnels. Je suis pas très ouais, ça me plaît pas trop la façon, la vision qu'ils ont on va dire, de l'histoire ancienne de ce royaume de Hyrule qu'ils ont mis en image. J'aime pas trop, mais c'est pas grave. C'est leur façon de voir les choses. C'est une proposition, et la proposition, faut la respecter. Elle est trop belle, quoi. Tout reste, Il y tout a, se tient, quoi. Il y a ça, et j'ajouterais même que sur ce que tu dis là, j'ai un copain, Malo, que je salue, qui m'a dit, moi je supporte pas les engins, voilà, tout ce qu'ils ont créé là comme ça, j'avais pas envie d'arriver dans un Zelda et de rouler en 4x4. Il dit ça pour caricaturer. Eh ben, je crois que au bout de toutes ces années de Zelda, 30 ans, 35 ans, je sais plus, en fait, ils sont arrivés au Zelda qu'ils avaient prévu au départ. Parce que quand tu regardes les making-of, les vidéos, les premières interviews de Shigeru Miyamoto, en fait, c'est ça, Shigeru, non, bref, j'espère que je me gourre pas de nom. En fait, c'était l'idée qu'ils avaient dès le départ, quoi. Un truc avec des engins, de la technologie et tout. Il y avait déjà un peu les gardiens hein, ils ont réussi pour moi à créer un univers cohérent avec à la fois effectivement des créatures qui sont à l'âge de pierre et puis d'autres trucs un peu plus techno mais qui marchent, je trouve. Et oui, c'est ça. Jack McGuffin nous dit aussi en commentaire qu'il a trouvé qu'il y avait un côté très Ghibli dans le DA, comme tu disais, Christophe. Le seul défaut, et il y en a pas mal qui l'ont souligné, c'est le fait que ce qui s'est passé dans Breath of the Wild, on n'entend pas du tout parler. Il n'y a plus de machines qui traînent, il n'y a plus rien. Oui. Voilà, c'est un silence radio total là-dessus, quoi. Il y a quelques allusions quand même sur un des bâtiments. Je sais qu'il l'a comme un trophée un petit peu, voilà. Bon, en tout cas, moi, ma conclusion, ce serait plutôt que j'ai le sentiment que finalement le jeu souffre un petit peu de la console sur laquelle il est développé. Je pense qu'il aurait pu être encore plus riche, qu'ils ont déjà fait un truc absolument dingue par rapport à ce que pouvait faire la console, mais que le prochain, qui sera sur la prochaine génération, sera encore plus fou. Et moi, c'est ce que j'espère, parce que là, on peut se dire que ils ont déjà trouvé une expérience de jeu qui est unique. Là, c'est un jeu qui se vit pas du tout comme les autres. C'est peut-être pour ça que je suis frustré, parce que j'arrive pas du tout à trouver des points de repère finalement.
par rapport à ceux dont j'ai l'habitude, que ce soit dans des Zelda ou dans des jeux d'aventure. Mais si je l'ai mis en pause pour l'instant, je suis certain que je vais y retourner, je suis certain que je vais continuer, je suis certain que je vais aller au bout de l'aventure, ça c'est évident. Donc pour moi, ça reste une réussite, mais voilà, je pense que il y a des petits mécanismes qui restent frustrants par rapport au temps, tout ça qu'on puisse y consacrer, ne serait-ce aussi par rapport à des aspects d'accessibilité qui sont pas du tout pris en compte. Par exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est perché dans un arbre, c'est un indice pour vous, si vous l'avez pas entendu, il faut l'entendre. Alors si vous avez des problèmes d'audition, bah, ou si vous jouez sans le son, bah, vous ne trouverez jamais ce personnage en fait. Donc ce sont des choses quand même qu'il faut prendre en compte et pour lesquelles il faut aller un petit peu plus loin. Et ce sera ma conclusion. Ouais, c'est rigolo parce que moi je suis malentendante, j'ai une oreille qui n'entend plus et c'est vrai que pour le trouver c'était pas évident. J'ai fini par y arriver hein, quand même, mais c'est vrai que c'était pas évident. Et toi, ta conclusion, Elodie, du coup? Sont... Pardon, vas-y Christophe, vas-y, excuse-moi. J'allais dire qu'il y a certaines énigmes qui sont un peu qui sont moins évidentes que ce que j'ai vu jusque-là sur du Zelda où je me gratte un peu les cheveux, mais parce que voilà, ils ont vraiment réussi à planquer des choses dans le décor où tu fais ah ouais, ils ont poussé le délire jusqu'au bout quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît, je crois. Il y a un endroit, je sais qu'il y a un sanctuaire. Je ne le trouve pas. Je sais qu'il est là. Je sais où il est. Je ne sais pas comment le faire apparaître. Et pourtant, c'est dans un endroit évident au milieu de la carte. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fais mal, quoi. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et je suis attaché à ça, et je suis attaché à tu vois, je le vis pas comme toi, Pierre, la frustration. Au contraire, je suis attaché au fait que le premier Linel que j'ai essayé d'aller battre avec 5 ou 6 cœurs, alors que je suis rodé à l'exercice des Linel normalement, et ben là il se comportait pas exactement comme les Linel d'avant, parce que là tous les monstres ils ont un truc en plus, c'est qu'en plus ils te mettent des gros coups de tête avec leurs cornes, et ça je sais pas le lire et je ne sais pas l'éviter, alors que d'habitude j'arrive à éviter les trucs. Et donc je me suis dit bah c'est pas grave, je reviendrai. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que pendant qu'on parle, Pierre, est-ce que tu peux passer mon écran, parce que je vous ai préparé. Alors c'est dommage, vous n'avez pas la musique, mais je vous ai préparé. Attends, ça marche ou pas? Alors est-ce que ça marche ou pas? Zut. Et du coup, au final, bon. Pierre, le problème, c'est pas le jeu, c'est le joueur. Voilà, c'est ça, c'est moi le problème. Jeu est très bien. Et c'est amusant. Alors pendant qu'on regarde la vidéo de Greg et ses mésaventures avec la torture des Korogu. Voilà, je vous ai préparé. Contre la torture des Korogu. Je vous ai préparé une petite compilation, donc pour ceux qui n'ont pas l'image. Ouais, si vous nous écoutez en podcast, c'est une vraie boucherie. Je publierai sur YouTube, je pense. J'ai mis en musique avec une musique qui rappelle un petit peu Jackass, voilà. Très bon. Et je me dis peut-être, tu vois, une piste comme ça, le fait qu'il y ait quelques personnages comme ça, donc les Korogu, donc tu peux pas les, comment dire. Tu peux les manipuler, ceux qui ont un gros sac à dos. Je dis peut-être que la prochaine étape, ce serait de pouvoir interagir avec tous les PNJ, pourquoi pas, quitte à les jeter à la avec celui avec son panneau là. Celui avec son panneau. Celui-là, on peut le torturer si vous voulez, mais pas les Korogu. Là, je vous montre un Korogu où j'avais l'idée de l'attacher à un bouclier pour qu'il glisse sur la pente, et le bouclier était métallique, donc le Korogu se faisait foudroyer en boucle. Voilà. Et alors Greg, c'est marrant parce que en introduction de l'émission, tu nous parlais de ton père. Je me souviens qu'à l'époque, tu m'expliquais que ton père, quand il jouait, il avait un petit carnet à côté de lui. Ouais, il notait tout pour se souvenir de qui a dit quoi, où était situé et tout. Et là, je me dis que finalement, ce Zelda-là, il est fait à 100% pour des personnes comme ton père qui jouent de cette façon-là, qui notent. Là, il faut que j'y retourne, là, il faut que parce qu'il y a des trucs, des fois, qui sont pas des missions. Moi, je suis tombée sur un truc où, en fait, c'est pas une mission, mais il y a un gros indice pour trouver quelque chose. Et du coup, faut le noter, parce que sinon, là, pour le coup, tu ne le sais pas. Je vois la partie et des trucs, je fais, mais j'ai pas fait ça encore. J'ai pas fait ça. Et des trucs que je comprends pas où c'est, je sais pas où c'est, je les ai pas trouvés. Figurez-vous que, donc, pour parler un petit peu de mon père, il a fait tous les Zelda dans sa vie. Il a terminé tous les Zelda plusieurs fois. À chaque fois qu'ils sont ressortis en console virtuelle, moi je les lui ai rachetés pour qu'il puisse les faire. Mon père a fait, sauf erreur, il corrigera dans les commentaires de la vidéo YouTube, il a fait 19 fois à 100% Breath of the Wild.
Donc il est à la Ouais, retraite. il le connaît par cœur. Il le connaît par cœur, sauf qu'il le connaît pas par cœur parce qu'il le retient pas. Il fait des cahiers, en fait. Il fait des cahiers dans des bibles, vous savez, des trucs qu'on peut acheter, des guides officiels. Bah, lui, il les fait tout seul avec son petit. Il achète des cahiers à carreaux et puis il refait la map et tout. Comment vous dire que hier, il a pas beaucoup commencé le jeu, hein, il a pas eu le temps moi j'étais très impatient qu'il le fasse, c'est moi qui le lui offre à chaque fois pour son anniversaire, là il l'a eu, et ben il a découvert un truc, je sais pas comment vous dire, il m'a dit t'as remarqué les sanctuaires et je sais même pas si je peux vous le dire, parce que moi j'avais pas remarqué. Moi je sais, moi je l'ai remarqué, bon, je le sais, ouais. Vous avez remarqué un truc vis-à-vis de l'emplacement des sanctuaires Par rapport à la carte du oui. dessous. Voilà, et ben moi j'avais pas remarqué que la carte du dessous que j'ai partiellement révélée par endroit, elle était en fait la même chose que la carte du dessus. Connecté. L'eau et la place des sanctuaires avec les racines. Et pour moi, c'est bête, mais il m'a dit ça très benoîtement. Et en fait, pour moi, c'est un peu une sorte de spoiler parce que je ne recherchais pas, par exemple, les sanctuaires au-dessus des racines, par exemple, ceux que j'avais pas encore vus. J'y allais complètement à l'exploration, quoi. Moi, j'ai toujours aimé faire comme ça. Et c'est pas grave, maintenant je le sais, je suis pas obligé de faire comme ça. Mais voilà, effectivement, donc pour moi, gros big up à mon papa. C'est, j'ai envie de dire, probablement le plus grand fan de Zelda qui existe, je crois. Et il y a Jacques McGolfin dans les commentaires qui nous dit c'est la solution pour avoir le temps d'y jouer, être à la retraite. Donc vos conclusions. Alors Christophe, ta conclusion par rapport à ce jeu. Conclusion, la liberté, toujours, la liberté à fond, un plaisir, vidéoludique comme jamais. Version, alors je dirais pas 1.5, mais version 2 du jeu, c'est-à-dire univers expansé, c'est ça expansé qu'on dit, qui a été vraiment... ouais, il y a eu beaucoup plus de choses. C'est pour ça qu'on parle de polystyrène pour les armes. C'est du polystyrène expansé aussi, les armes. Pardon. Mais ça va pas. C'est quoi le terme? Je sais plus. Étendu, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, t'as compris l'idée. C'est grand, c'est étendu. L'univers étendu avec beaucoup de choses. Moi, les racines, j'ai commencé par tout découvrir justement les souterrains en marchant. Et après j'ai fait c'est bon, l'univers est visible, qu'est-ce que je fais? Ah mais en fait au-dessus il y a les trucs, bon bah c'est parti. En gros chacun il va à son rythme, c'est ça qui est satisfaisant, chacun à sa façon de jouer à ce jeu vidéo, donc c'est cool. Et les jeux vidéo c'est pas tant la violence que ça, voilà aussi. Elodie, toi ta conclusion? Moi je vis une aventure encore, voilà, on me raconte une histoire, c'est de la découverte, j'ai l'impression d'être un peu Indiana Jones qui passe à la quête de diverses choses. Et même là d'ailleurs il y a des missions où, parce qu'avant des fois on avait un point sur la carte qui nous disait qu'il fallait aller à tel endroit, mais des fois là pour celui-ci c'est pas du tout le cas. Oui. C'est-à-dire qu'on a des vraies énigmes où il faut essayer de retrouver tel ou tel lieu. Et il te ça, montre pas le point où tu dois aller, il te montre le point d'où tu pars, effectivement. Oui, c'est ça. Et vraiment, avec du coup, ça demande un peu plus de recherche. Et le fait de connaître peut-être déjà un peu le monde avant, ça aide aussi. Enfin voilà, moi en tout cas, je vis pleinement le jeu et j'y joue tranquillement, doucement. Je suis pas pressée de le finir parce qu'une fois qu'il sera fini, ce sera fini quoi. Je pense que même si je tue le boss, j'aurais pas envie d'aller plus loin. Donc je préfère continuer à explorer, à me promener, et je pense que Ganon il attendra. Voilà. Et toi, Greg? Ma conclusion, elle est vraiment finalement le melting pot de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Effectivement, c'est un peu frustrant de redémarrer un jeu et de croiser un mec qui dit non, il y a que l'élu qui a le droit de rentrer ici. Toi, tu rentres pas. Et t'as envie de dire. C'est moi, c'est moi. Je sais que je porte pas mon nom, mais quand même. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui dit non, il y a que Dame Zelda et Sir Link qui peuvent rentrer. Bah oui, mais du coup c'est moi. Alors effectivement, tu repars de zéro, ça peut être un peu frustrant, mais je crois que c'est ce qui fait la beauté de ce jeu et quelque part qui le place dans le même contexte que quand t'as démarré. Breath of the Wild, c'est-à-dire tu peux mourir d'une chute de 30 mètres parce que t'as pas ton paravoile dès le départ, tu peux mourir bêtement, tu peux pas aller partout parce que tu n'as pas l'armement qu'il faut ou on te reconnaît pas ou tout ça, et du coup ça le place pour moi, c'est un vrai 2
et qui le place pourtant à égalité avec Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild démarrait aussi avec un passé inconnu, on se réveillait après 100 ans de sieste. Là en fait ils nous remettent dans le même contexte, c'est-à-dire que Link redémarre, et je pense que quelqu'un peut faire ce jeu-là sans avoir fait le précédent. Par contre, toute la saveur vient du fait de connaître certains endroits, bien que ça ait changé. Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine pour terminer cette 75e émission déjà quand même. De la semaine, tu le Et fais un peu comme Christophe, alors on t'écoute. Écoute, j'ai retrouvé durant l'émission, j'ai regardé effectivement, je me suis rappelé quelque chose que j'avais regardé, que j'avais adoré, qui date de 2021 au niveau de la sortie américaine, mais qui était sorti le 14 juin 2023 en salle en France, qui s'appelle Marcel le coquillage, avec ses chaussures, que je vous conseille, qui est absolument magnifique. C'est un petit film d'animation en stop motion. Je crois que c'est de la stop motion, mais j'ai quand même un doute parce que tellement c'est bien fait qu'on croit que c'est un tout petit peu en 3D. C'est une histoire assez très mignonne. C'est un bonbon sucré. En fait, c'est un petit coquillage qui habite dans une maison qui devient Airbnb. Et il était avec sa grand-mère. Et il y a un documentaliste en fait qui loue la maison, le Airbnb, et qui tombe sur ce petit coquillage qui vit, qui parle, et puis qui a plein d'émotions, et puis qui a plein d'histoires à raconter. Et c'est trop beau, tellement poétique, trop mignon, une petite critique aussi de la société par derrière, c'est très très beau, c'est super classe. Marcel le coquillage avec ses chaussures. Et on vous mettra Est-ce que tu sais s'il est visible quelque part, du coup, tu l'as dit je crois que c'est au cinéma. C'est au cinéma, mais la sortie date un peu, et là ils attendaient de voir justement s'il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir pour qu'il soit prolongé au cinéma. Donc peut-être dans plus de salles aussi. Ouais. Alors Elodie, toi ta recommandation de la semaine d'une manière. Moi, ma recommandation, ça va être un jeu vidéo auquel je n'ai pas encore joué, mais je pense y jouer après Zelda. C'est le jeu Dordogne. En fait, je regarde beaucoup Twitch et j'ai vu Dame Dame Live y jouer. Et c'est un jeu qui a l'air splendide. J'ai fini par couper d'ailleurs le Twitch parce que je voulais pas me spoiler. Mais on incarne Mimi, qui est une petite fille. En fait, on revit ses souvenirs et le jeu est vraiment splendide. Voilà. Enfin, là, on voit des images. On évolue dans des tableaux. Et ça a l'air très poétique, très onirique. Il y a des petites cassettes audio de temps en temps à écouter avec des moments de vie. Ça a l'air Mimi comme tout. C'est disponible sur Switch et sur PC. Et ça me fait vraiment très envie. Et comme quoi, les jeux vidéo, c'est pas que taper sur des monstres. Voilà. C'est pas si violent, comme disent certains. Et non. Toi, Greg, ta recommandation de la semaine. Ça ne rend pas violent. Pas forcément, en tout cas. C'est pas parce que je maltraite des Kurogu dans la vie que je le fais. D'ailleurs, mais tu ne le fais pas puisque tu es en train de travailler sur ta BD, rappelle-toi. Mais tout à fait, oui. Non, mais quand bien même j'aurai le temps de couper de l'herbe dans Zelda pour retrouver plus des rupies maintenant, mais des sauterelles enduro, je ne le fais pas dans la vraie vie. Voilà. Même ça. Ma recommandation, j'étais au Festival d'Amiens la semaine dernière, très beau festival d'ailleurs, j'en profite pour recommander parce que on n'est pas vraiment dans le cadre du festival moyen où tu as juste des auteurs en dédicace, mais ils arrivent à te monter tout un mini parc d'attractions dédié à la BD. C'est vraiment super beau, pas que des expositions non plus, c'est carrément des bulles, des escape games, tu visites vraiment quelque chose d'assez incroyable, et ça dure un mois, ça vient de se terminer. Et donc à cette occasion j'ai rencontré deux auteurs qui s'appellent Goom et Borio. Donc c'est le scénariste et Goom c'est le dessinateur. Ils ont fait cette bande dessinée qui s'appelle La Fabrique des Rêves. Quand je l'ai vu en magasin, j'ai tout de suite trouvé ça très très beau. Goom, il a commencé, là il m'a fait une petite dédicace ici, c'est très très mignon. Et Goom, il a travaillé sur les adaptations en BD des films d'Illumination. Il a fait aussi Les Lapins Crétins, et en fait il a ce style très coloré, très joli, avec l'histoire d'un garçon qui est atteint de narcolepsie. Et qui se retrouve à un moment donné à se rendre compte qu'il arrive à s'échapper dans ses rêves et à aller voir l'usine, la fabrique des rêves. Voilà. Et donc il est recherché comme
comme un intrus, quoi, voilà. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est beau comme du film d'animation, et c'est intelligent comme un Pixar, quoi, comme un bon Pixar. Et Voilà, on la mettra, fabrique des rêves. on mettra tout ça dans la description de la vidéo ou du podcast comme d'habitude. Voilà. Alors, je termine cette émission avec ma recommandation qui est un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une exposition qui a lieu en ce moment au Grand Palais Immersif de Paris. C'est l'exposition Éternel Moucha. Alors, forcément, moi, ça va être à l'envers dans ma vidéo, mais Greg va nous partager l'écran là. Qui est visible donc du 22 mars au 5 novembre. Moi, Moucha, ça a toujours été un artiste que j'ai trouvé fascinant et qui est surtout, je trouve que c'est quelqu'un qu'on connaît plus par rapport à l'influence qu'il a sur la pop culture moderne et notamment, on l'a vu dans l'animation ou dans le manga, que directement par ses œuvres. Et j'ai trouvé ça, je trouve cela, là, on voit ces fameuses femmes avec le décor comme ça, Très dans le style, iconographique, ouais, ouais. très iconographique. Et j'ai toujours été fasciné, moi, par son style graphique et par l'influence qu'il pouvait avoir justement sur la pop culture moderne, quoi. Et donc, c'est une exposition que je vous recommande. Voilà, voilà. En tout cas, bah, merci à tous les trois d'avoir fait cette émission en ma compagnie. Une émission qui a duré 1h15 hein, tout de même. Hein, voilà, on a été un petit peu plus long qu'à l'accoutumée, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce jeu, tellement il est profond, tellement il est beau aussi. Voilà, et on aura plaisir à vous retrouver très prochainement. Christophe sera avec plaisir qu'on t'accueillera pour une prochaine émission. Voilà. Avec plaisir. Elodie, de même, hein, c'était déjà la deuxième fois et qui dit jamais 203. Voilà. Et puis Greg, j'espère, oui. Greg, je te retrouve dès mardi soir pour une émission qui nous sera consacrée à Tête de chien. Je vous montre la BD parce qu'on a normalement. Ouais, alors, s'ils ont pas oublié comme la dernière fois, comme Ronan a oublié une fois, on accueillera tous les auteurs de Tête de chien. Voilà. Et trop ce bien, sera les copains. ce mardi soir 4 juillet. Ronan Toulois, Vincent Brujat et Johan Guillot. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Voilà, si vous avez aimé sur les podcasts, laissez une note, un commentaire. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut. Bye. Salut. Ciao. Salut.